Bienvenue à tous. Je m'appelle Pascal Lotta. Je suis ici aujourd'hui avec l'ambassadeur Jack Matlock, l'un des diplomates de carrière les plus distingués des États-Unis, un homme doté d'une connaissance approfondie de l'histoire soviétique russe. Nous discuterons de la crise actuelle en Ukraine, ainsi que des relations entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie plus généralement. Présenter quelqu'un comme l'ambassadeur Matlock est une tâche difficile car sa liste de réalisations et d'expériences extraordinaires est incroyablement vaste. Par exemple, il a été témoin de la crise des missiles cubains en tant que diplomate à Moscou en 1962, et il est devenu le directeur des affaires soviétiques au département d'État en 1971, participant à presque tous les sommets majeurs entre les États-Unis et l'Union soviétique dans les années 1970. Parmi d'autres postes, l'ambassadeur Matlock a été ambassadeur des États-Unis en Tchécoslovaquie de 1981 à 1983, et plus particulièrement, le dernier ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991. Ses fonctions à Moscou se sont terminées quelques mois seulement avant la dissolution du pays lui-même. Après avoir pris sa retraite du service étranger, l'ambassadeur Matlock s'est orienté vers l'histoire, l'enseignement et l'écriture. Il a écrit 3 livres sur l'Union soviétique et la politique étrangère américaine. Le premier, Autopsie d'un empire, a été publié en 1995 et réfléchit à la fin de l'Union soviétique. Il a été suivi par Reagan et Gorbatchev, Comment la guerre froide s'est terminée, en 2004. Son livre le plus récent, Illusion de superpuissance, Comment les mythes et les fausses idéologies égarent l'Amérique et comment revenir à la réalité, a été publié en 2010. L'ambassadeur Matlock a publiquement critiqué certaines des narrations courantes sur la fin de la guerre froide et l'expansion de l'OTAN, affirmant que c'était une erreur. Ambassadeur Matlock, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est mon plaisir. Ambassadeur Matlock, certaines personnes décrivent la situation actuelle comme le début d'une nouvelle guerre froide. En tant que personne qui a vécu la véritable guerre froide à l'avant-garde de la politique étrangère américaine, partagez-vous cette opinion? Est-ce une évaluation juste de dire que nous entrons maintenant dans une nouvelle guerre froide? Well, we seem to be acting as if we are. I think there is no valid basis for it. However, the Cold War was really about the conflict between communism and, I would say, capitalism, between a totalitarian government based on Marxism-Leninism, which was a class struggle, of an ideology that validated Eh bien, nous semblons agir comme si nous l'étions. Cependant, je pense qu'il n'y a pas de base valide pour cela. La guerre froide était vraiment une question de conflit entre le communisme et, je dirais, le capitalisme. C'était un affrontement entre un gouvernement totalitaire basé sur le marxisme-léninisme, qui était une lutte des classes, une idéologie qui validait les révolutions et le changement révolutionnaire, visant un État socialiste gouverné par le prolétariat, avec l'exclusion, voire l'élimination, des autres classes. C'était la force motrice derrière cela. En pratique, une fois que l'Union soviétique a commencé à propager sa version du socialisme, qui n'était pas ce que nous appelons le socialisme démocratique, il était plus précis de l'appeler communisme. Une fois qu'elle a commencé à imposer cela à d'autres pays, généralement par la force, cela a déclenché la guerre froide. Les États-Unis, avec les Européens de l'Ouest, ont organisé l'OTAN afin de défendre les Européens de l'Ouest contre ce qui était alors une menace communiste, non seulement de l'Union soviétique, mais aussi de leurs alliés du pacte de Varsovie et de la plupart des États d'Europe de l'Est. Donc, la guerre froide était vraiment une question de conflit entre le communisme, la démocratie et le capitalisme. NATO, in order to defend the West Europeans against what was then a communist, not only the Soviet Union, but they had under their control and in the Warsaw Pact allies in most of the East European states. So that the Cold War was really about the conflict between communism and democracy and capitalism. Now, it ended by negotiation when Gorbachev dropped the ideology that had undergirded the communist state, and not only dropped it as an ideology, but allowed the
East European countries to choose a different course. So that, and this was actually in the interest of the Soviet Union. La situation s'est conclue par des négociations lorsque Gorbatchev a abandonné l'idéologie qui soutenait l'État communiste. Il ne l'a pas seulement rejetée en tant qu'idéologie, mais a également permis aux pays d'Europe de l'Est de suivre une voie différente. Cela a en réalité été bénéfique pour l'Union soviétique car leur économie d'État, qui tentait de remplacer une économie de marché par un contrôle total de l'État, y compris les prix et l'absence de propriété privée et de moyens de production, s'est avérée très inefficace pour répondre aux véritables besoins du peuple. Avant tout, il a collaboré avec l'Occident dans la course aux armements, ce qui était certainement dans leur intérêt car cela épuisait leur économie bien plus que la nôtre en Occident. Il a également reconnu que la course aux armements avait conduit à une prolifération extrêmement dangereuse d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive, étant donné que l'Union soviétique développait des armes biologiques. We also recognized that the arms race had brought about an absolutely dangerous arms race in nuclear weapons and even in other weapons of mass destruction, because the Soviet Union, excuse me, was developing biological weapons. They had large stocks of chemical weapons. And, you know, although I think neither side was going to attack the other, the reasons for these was to keep the other from attacking. Nevertheless, there was a real danger. Ils avaient d'importantes réserves d'armes chimiques. Bien que je ne crois pas que l'un ou l'autre côté avait l'intention d'attaquer l'autre, la raison de ces armes était de dissuader l'autre d'attaquer. Cependant, il y avait un risque réel d'erreur, de miscalculation, et nous sommes passés très près d'une guerre nucléaire pendant la crise des missiles de Cuba. Heureusement, nous avons pu changer cette dynamique sur une période de 3 ou 4 ans à la fin des années 1980. Nous avons commencé à nous concentrer sur les tâches que nous devions tous deux accomplir, les domaines où nous pouvions coopérer. Il était dans l'intérêt des deux pays de réduire la course aux armements, et en effet tous les autres, car si un accident nucléaire se produisait et que ses effets se propageaient, cela aurait un impact sur tout le monde. En fait, à son apogée, il y avait suffisamment d'armes nucléaires pour détruire la civilisation 7 fois, comme on l'estimait. Certaines personnes suggéraient que cela pourrait être jusqu'à 12 fois. Je me suis demandé pourquoi quelqu'un voudrait risquer même une seule fois. Donc, je crois que l'une des erreurs que nous avons commises a été de supposer que l'Occident, ou les États-Unis, ou l'OTAN avaient remporté une victoire en mettant fin à la guerre froide. So I think that one of the mistakes we make was to think that there was a victory of the West or the United States or of NATO in ending the Cold War. It was a negotiated solution in everybody's interest. And it was possible because Gorbachev changed radically the rationale for the Cold War, the ideological rationale, by ending the competition between capitalism and socialism. La solution a été négociée dans l'intérêt de tous les participants. Cela a été possible parce que Gorbatchev a radicalement modifié la justification idéologique de la guerre froide en mettant fin à la compétition entre le capitalisme et le socialisme. Aujourd'hui, la Russie et la Chine sont essentiellement des pays capitalistes. Bien que la Chine ait un parti communiste qui contrôle potentiellement beaucoup, fondamentalement, la Russie et la Chine peuvent être considérées comme des partenaires ou des concurrents. Après tout, la compétition est un aspect fondamental du capitalisme, une course pour voir qui peut produire le plus de biens le plus efficacement. Par conséquent, il n'y a pas de base pour ce que nous appelons maintenant une guerre froide renouvelée sur un plan idéologique. Le deuxième point qui a émergé était une perception commune à l'Occident et à la Russie que la dissolution de l'Union soviétique marquait la fin de la guerre froide. Ce n'est pas exact. La guerre froide s'est terminée au moins 2 ans avant la dissolution de l'Union soviétique. La dissolution de l'Union soviétique n'était pas quelque chose que les États-Unis et la plupart de ses alliés souhaitaient. This is incorrect.
The Cold War ended at least 2 years before the Soviet Union broke up. And the breakup of the Soviet Union was not something that the United States and most of its allies sought. As a matter of fact, the first President Bush, in a famous, at that time, speech to the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada, advised the Ukrainians and the other non-Russian republics, with the exception of the 3 Baltic countries, to adhere to Gorbachev's. En fait, le premier président Bush, lors d'un discours notable à l'époque au Parlement ukrainien, a conseillé aux Ukrainiens et aux autres républiques non russes, à l'exception des 3 pays baltes, d'adhérer au traité d'union de Gorbatchev. Gorbatchev tentait de négocier une fédération volontaire. Bien que nous n'ayons jamais considéré les 3 États baltes comme faisant légalement partie de l'Union soviétique et que nous pensions qu'ils avaient le droit de retrouver leur indépendance, nous aurions été satisfaits d'une fédération volontaire de 12 républiques. Cependant, Gorbatchev, dans sa sincère volonté de démocratisation, a effectivement supprimé le contrôle total du Parti communiste sur le pays. Cela a conduit à divers problèmes. L'économie a commencé à s'effondrer avec le changement, et simultanément, le nationalisme des différents peuples et républiques non russes a commencé à se développer. Le fait est que lorsque l'Union soviétique s'est dissoute, la dissolution a été dirigée par le leader élu de la Fédération de Russie. And at the same time, the nationalism of the various non-Russian peoples and republics began to develop. And the fact is that when the Soviet Union broke up, that breakup was led by the elected leader of the Russian Federation. It was not pressure from the West. And I tell Russians, don't blame us. You elected the man that brought down the Soviet Union by cooperating first with the Ukrainian and Belarusian leaders. Il n'y a aucune pression de l'Occident. Je dis aux Russes, ne nous blâmez pas. Vous avez élu l'homme qui a fait tomber l'Union soviétique en coopérant d'abord avec les dirigeants ukrainiens et biélorusses. Sans la coopération de la Russie, cela ne serait probablement pas arrivé. Cependant, cela a été interprété par beaucoup en Occident, en particulier aux États-Unis, comme laissant le monde avec une seule superpuissance. La croyance dominante était que nous avions auparavant 2 superpuissances qui dirigeaient le monde, et maintenant avec une seule, elle pourrait régner sur le monde. Ces 2 affirmations sont incorrectes. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ne contrôlaient pas le monde. Si c'était le cas, nous aurions résolu les problèmes au Moyen-Orient et dans de nombreux autres endroits. Si vous assimilez une superpuissance à un grand arsenal d'armes nucléaires, je devrais demander, puissant en quel sens? Oui, nous avons le pouvoir de détruire. Nous aurions chacun pu anéantir le monde, mais ce pouvoir vous permet-il de changer positivement la vie d'autres personnes? A large arsenal of nuclear weapons. I would have to ask, well, power for what? Yes, power to destroy. We each could have destroyed the world. But is it power that allows you to change other people's lives? Is it power that allows you, an outsider, to create democracy in another country? After all, democracy was famously defined by our President Lincoln as of the people, by the people, for the people. Now, how can an outsider create that? As a matter of fact, when outsiders start interfering, est-ce le pouvoir qui vous permet, en tant qu'étranger, d'établir la démocratie dans un autre pays? Après tout, la démocratie a été définie de manière célèbre par notre président Lincoln comme étant « du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Alors, comment un étranger peut-il créer cela? En fait, lorsque des étrangers commencent à interférer dans la politique intérieure, même avec les meilleures intentions, cela a tendance à se retourner contre eux. Donc, je crois que le problème était qu'au lieu de renforcer la sécurité européenne à travers une organisation inclusive, qui inclurait certainement la Russie et les autres membres européens de l'Union soviétique, la décision a été prise à la fin des années 1990 de commencer à étendre l'OTAN. C'est quelque chose contre quoi moi et d'autres avons fortement conseillé. Maintenant, nous pouvons continuer. Je dirais que la crise actuelle est une crise dans laquelle le président Poutine a indiqué que son principal problème a été l'expansion continue de l'OTAN, et il veut des assurances que cela s'arrêtera maintenant. Cependant, le problème est plus que simplement l'expansion de l'OTAN,
car nous avons non seulement commencé à étendre l'OTAN, mais initialement, cela a été accepté par le président Poutine. Has been the continued expansion of NATO, and he wants assurances it will stop now. But you know, the problem is more than just the expansion of NATO. Because we not only began expanding NATO, and at first that was accepted by the President Putin. He didn't particularly like it, but he accepted it. He even accepted inclusion of the 3 Baltic states. As I have pointed out, that was always an exception in our policy. We always felt that they should have their independence. But when the expansion continued, Il ne l'aimait pas particulièrement, mais il l'a accepté. Il a même accepté l'inclusion des 3 États baltes. Comme je l'ai souligné, cela a toujours été une exception dans notre politique. Nous avons toujours estimé qu'ils devraient avoir leur indépendance. Cependant, lorsque l'expansion a continué, et pas seulement cela, l'administration Bush a commencé à se retirer des traités de contrôle des armements qui avaient été la base pour mettre fin à la guerre froide. D'abord, le traité sur les missiles antibalistiques, puis d'autres. Je crois que cette combinaison, avec les efforts des Américains et des Européens occidentaux pour instiguer des révolutions dans certains des anciens États soviétiques, comme les révolutions de couleur, la révolution orange, la révolution des roses, etc., était considérée comme une ingérence dans des pays qui, bien qu'indépendants maintenant, avaient fait partie de la Russie pendant des siècles parfois. Et évidemment, tous les pays sont très sensibles à ce qui se passe à leurs frontières, aucun plus que les États-Unis, qui ont toujours réagi s'il y avait des tentatives de la part des puissances européennes pour établir une base dans l'hémisphère occidental, en particulier dans les Caraïbes ou en Amérique centrale. Obviously, all countries are very sensitive to what happens on their borders. None more so than the United States, which has always reacted if there were attempts by European powers to establish some base in the Western Hemisphere, and particularly in the Caribbean or Central America. So it's hard for me to understand why our political leaders do not understand that whatever we may think of policies that President Putin has been following in Russia, and if I were a Russian, I would be very much worried about some of them. But that's Russia's problem. And the idea that somehow we can influence things. Il est difficile pour moi de comprendre pourquoi nos dirigeants politiques ne parviennent pas à comprendre que, quelles que soient nos opinions sur les politiques que le président Poutine a mises en œuvre en Russie, c'est finalement le problème de la Russie. Si j'étais russe, je serais assez préoccupé par certaines de ces politiques. Cependant, l'idée que nous pouvons influencer positivement la situation en soutenant des actions militaires, surtout dans des régions proches de la Russie, ou en amenant une alliance jusqu'à leurs frontières, est profondément erronée. Je voudrais également ajouter que l'utilisation de sanctions économiques n'obtient pas les résultats escomptés. Ces sanctions pèsent souvent le plus sur les gens ordinaires, tandis que ceux qui prennent les décisions politiques sont moins touchés. Par conséquent, cette dépendance presque obsessionnelle aux sanctions économiques n'atteint pas ses objectifs et, dans de nombreux cas, n'aggrave que la situation. Donc, pour répondre à votre question initiale, oui, nous nous comportons comme si nous étions en pleine guerre froide, ce que je considère comme une erreur significative. So that I think this almost fetish of economic sanctions is not achieving its ends, and in many cases is simply making the situation worse. So to get back to your original question, yes, we are acting as if we're in a Cold War. I think that is hugely mistaken. Je partage votre point de vue sur la situation. Je suis en fait soulagé de l'entendre de votre part, compte tenu de votre expérience directe de la véritable guerre froide. La base idéologique a disparu, ne laissant que le conflit géopolitique, qui est maintenant présenté en des termes similaires.
Cependant, les dynamiques sous-jacentes ont complètement changé. Steve Wald a récemment décrit cela dans un article de Foreign Policy comme un échec de l'empathie, un manque de compréhension de la façon dont le monde apparaît de l'autre côté, en particulier du point de vue de la Russie. Pourquoi l'Occident se comporte-t-il ainsi? Il semble presque que l'Occident soit piégé dans une mentalité idéologique dont il a du mal à s'échapper. C'est particulièrement vrai pour certains décideurs qui, même lorsqu'on leur dit que l'OTAN est perçue comme une menace par la Russie, rejettent l'idée, se demandant comment quelqu'un pourrait voir l'OTAN comme une menace. Yes, well, I think he's right. And, this to some degree is true of every country. So much of the foreign policy is driven by domestic politics. Mm-hmm. And I think we see that both of our parties, by the way, the leaders of both of our parties seem to be on this kick of trying to act as if we are in a new Cold War with both Russia and China. And I think they are responding often to emotional... Oui, eh bien, je crois qu'il a raison. C'est en quelque sorte vrai pour chaque pays. Une part significative de la politique étrangère est influencée par la politique intérieure. Nous pouvons le voir dans nos deux partis politiques. Les dirigeants des deux partis semblent essayer de nous présenter comme étant dans une nouvelle guerre froide avec la Russie et la Chine. Ils réagissent souvent à des problèmes émotionnels et parfois à des pressions intérieures. Notre complexe militaro-industriel a des racines profondes au Congrès. Les industries militaires sont présentes dans presque chaque district du Congrès. Franchement, lorsque nous avons élargi l'OTAN, certains des lobbyistes les plus efficaces étaient nos entreprises militaro-industrielles, comme Lockheed et d'autres, qui voulaient vendre des armes aux pays d'Europe de l'Est. Bien que je ne pense pas que beaucoup de gens y pensent directement, vous n'avez pas besoin d'avions supersoniques et de flottes de porte-avions pour combattre le terrorisme. Cela a été la principale menace depuis le 11 septembre. Cependant, vous avez besoin d'un grand ennemi, d'un grand pays. La Russie et la Chine correspondent à cette description. Un plus petit comme l'Iran n'est pas tout à fait suffisant. I don't think many think about this casually, directly, but you don't need supersonic aircraft and flotillas of aircraft carriers to deal with terrorism. That has been the real threat, since 9/11. But you need a big enemy. A big country. Russia, China meet that requirement. A small one like Iran is not quite enough. So I think that, politically, there are, and second, I think that for some reason in American politics, and I think this is true of many other countries, I'm not saying we're exceptional, here, that the pressures, particularly the idea for prestige, and so on. Alors, je crois qu'il y a des aspects politiques à considérer. Deuxièmement, pour une raison quelconque dans la politique américaine, ce que je crois est également vrai pour de nombreux autres pays, les pressions, surtout le désir de prestige, sont immenses au niveau national. Prenons les États-Unis par exemple, lorsque le président Biden s'est finalement retiré d'Afghanistan, un mouvement qui aurait dû se produire il y a au moins 10 ans. Tout le monde voulait que cela se produise, mais en raison de la manière dont cela a été exécuté, sa cote d'approbation a probablement chuté de près de 10 points. Les gens n'aiment pas percevoir leur président comme un échec, et ce sentiment est préval dans presque tous les pays, y compris la Russie. Oui, je crois que c'est un problème. Un avantage que j'avais lorsque je travaillais pour le président Reagan était son empathie. Peut-être que sa formation d'acteur y a contribué. Les gens le rejetaient souvent, disant « Oh, il n'est qu'un acteur ». Que sait-il de la politique? Cependant, il avait la capacité de s'identifier aux autres. Il a passé plus de temps à comprendre et à apprendre sur Gorbatchev, son passé, ses motivations, etc., qu'il ne l'a fait sur de nombreux autres sujets. Même s'il n'était pas bien versé dans les faits historiques et n'était pas un intellectuel en ce sens.
but he was able to put himself in the shoes of the other person. He spent more time thinking about and learning about Gorbachev, where he was coming from, what motivated him, and so on, than he did on a lot of other things. And though he was not, he didn't know a lot of the facts about history and so on, he was not an intellectual in that sense. Mais tu l'as formé. Oui, en tant qu'être humain. Vous avez organisé une réunion simulée, n'est-ce pas, entre Gorbatchev et Reagan, où vous avez incarné Gorbatchev. Oui, en effet. Cependant, avant deux des réunions, nous avons effectué une brève répétition. J'étais au courant des arguments de Gorbatchev sur certaines questions car il les avait précédemment exprimés à la télévision. Nous en étions conscients. Ainsi, nous avons effectué de tels exercices préparatoires pour deux des sommets. We did do that in the warm-up at two of the summit meetings. That is a very convenient way to bring me to another question. Cela me mène commodément à une autre question. Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, la Russie continue de nier vigoureusement tout projet d'invasion de l'Ukraine. Ils insistent sur le fait qu'ils n'iront pas en guerre et n'ont aucune intention de le faire. Cependant, les médias occidentaux signalent constamment la présence de troupes russes, suggérant une invasion imminente. Même le président ukrainien a mis en garde contre l'exagération de la situation. Que pensez-vous de ce scénario où l'Occident semble préoccupé par quelque chose que l'autre partie nie si fortement? Comment interprétez-vous cela? How do you make sense of this? Well, I don't think it makes sense. I think we have a group, particularly in Washington and maybe also in London in particular, that are totally devoted to almost circular reasoning on these issues. It's very hard to get a contrary view in our major publications. Eh bien, je ne pense pas que cela ait du sens. Je crois que nous avons un groupe, surtout à Washington et peut-être à Londres, qui est entièrement dédié à un raisonnement presque circulaire sur ces questions. Il est très difficile de trouver une opinion différente dans nos principales publications. Il semble y avoir eu une campagne pour diaboliser le président Bolton et pour gérer ces questions personnellement. Cela, je crois, n'est jamais une bonne chose. Ronald Reagan a fermement condamné le communisme. Il l'a qualifié d'empire du mal. Cependant, il n'a jamais insulté publiquement un dirigeant soviétique. Je ne comprends franchement pas comment des individus éduqués peuvent suivre un chemin qui semble manquer de logique. Je suis souvent rappelé à cette merveilleuse ligne de poésie, « Oh, quel cadeau que le pouvoir donne, de nous voir comme les autres nous voient », de Burns, le poète écossais. C'est un défi pour la plupart des gens, je suppose. Mais la vérité est, je crois que nous nous rendons un mauvais service à nous-mêmes et aux autres, tout comme le président Poutine, qui réagit également de manière très émotionnelle et traite cela comme s'il exigeait une capitulation publique sur ces questions de la part du président Biden. Burns, the Scottish poet. It's difficult, I guess, for most people. But the fact is that I do think that we are doing ourselves and others a disservice, as is President Putin, who is also feeling in a very emotional way and handling this as if he is demanding sort of a public capitulation on these issues by President Biden. That's not going to work. So it's not that this current thing is all on just one side. But the tragedy is that Ukraine's problems are internal. And the support for just one side, and particularly military support, is not going to solve this. Ce n'est pas ça qui va marcher. Ce n'est pas que la situation actuelle est entièrement unilatérale. La tragédie est que les problèmes de l'Ukraine sont internes. Soutenir un seul côté, surtout avec une aide militaire, ne va pas résoudre le problème.
Sans l'interférence occidentale, il serait beaucoup plus facile d'atteindre une solution pacifique. Du moins, c'est mon opinion. J'ai été très critique de la façon dont nous avons géré cela, mais je n'excuse pas non plus l'approche du président Poutine. Sa rhétorique a été du genre « faites ce que je dis, ou sinon ». Malgré les apparences publiques, chaque côté, même au milieu de mots durs, finit par dire « nous continuerons nos négociations ». Nous visons à atteindre une stabilité stratégique. Je ne crois pas que le président Poutine ait l'intention d'envahir l'Ukraine. Cela serait coûteux pour l'Ukraine, certainement, mais aussi pour la Russie à bien des égards. C'est un homme intelligent, je ne pense pas qu'il va faire ça. Cependant, je crois que notre réponse aurait pu être plus mesurée. I don't believe President Putin intends to invade Ukraine. It would be a catastrophe for Ukraine, certainly, but also for Russia in many respects. And he's a smart man. I don't think he's going to do that. But I think that the way, and I think that it would have been better if our response had been a little more moderated. I don't know why, you might say, our media has been, so involved in hyping the prospect of war. I mean, I cannot imagine that actually there is going to be an invasion. And so far as supporting the Russian speakers in the East, in the Donbass, my goodness. Je ne comprends pas pourquoi nos médias ont été si impliqués dans l'exagération de la perspective de la guerre. Je ne peux pas imaginer qu'une invasion va réellement se produire. Jusqu'à présent, il n'a été question que de soutenir les russophones de l'Est, dans le Donbass. Nous soutenons des personnes dans de nombreux pays différents. Par exemple, nous avons des troupes en Syrie qui n'ont pas été demandées par le gouvernement syrien. Il me semble donc que nous n'avons pas vraiment de raison valable pour cette rhétorique. D'un autre côté, je crois que Poutine est bien conscient qu'il n'y a pratiquement aucune chance que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans un avenir prévisible. Entre autres choses, cela nécessiterait un vote unanime de tous les membres de l'OTAN. Il est déjà clair que certains pays, comme la Hongrie et peut-être la Croatie, ne voteraient pas en faveur. Je doute également que la France ou l'Allemagne le fassent. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'il exagère la menace pour lui. Cependant, je crois que si les deux parties pouvaient commencer tranquillement à trouver plus de domaines de coopération et à atténuer la rhétorique, cela pourrait conduire à un meilleur résultat. Donc, je ne suis pas entièrement pessimiste ici. Franchement, je pense que nos médias n'ont pas été très responsables dans leur couverture. But I do think, and I think that both sides, if they will quietly begin to find more things that we can cooperate on and can lower the rhetoric, that might produce an outcome. So I'm not totally discouraged here. I think that, frankly, I think our media has not been very responsible in its coverage. And by, in effect, placing President Biden under a great public pressure not to back down, that they are certainly not finding a way to solve it. But with all the negotiation going on, I mean, there have been more than one meeting a week of senior officials. I think diplomacy is going on, and I hope it will. En fait, le président Biden est soumis à une pression publique significative pour ne pas reculer, et ils espèrent certainement trouver une solution. Cependant, avec toutes les négociations en cours, il y a eu plus d'une réunion par semaine impliquant des hauts fonctionnaires. Je crois que la diplomatie est en cours, et j'espère qu'elle commencera à produire des résultats. Je ne pense pas que nous soyons au bord de la guerre. Cependant, le problème est que nous rendons involontairement plus difficile la résolution des problèmes à moins de faire comprendre aux Ukrainiens que la création d'un système fédéral et l'octroi d'une certaine autonomie au Donbass ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Ils se sont engagés à le faire depuis l'accord de Minsk, mais ils ont constamment refusé. Il y a des rapports selon lesquels le président Biden les exhorte à le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais j'espère que c'est le cas. Il pourrait y avoir des développements auxquels la presse ne prête pas beaucoup d'attention, et j'espère que ceux-ci auront des résultats positifs.
Il n'est certainement pas exact de voir cela comme une bataille entre la démocratie et l'autocratie. Malheureusement, l'Ukraine est au bord de devenir un État défaillant, et ce n'est pas entièrement la faute de la Russie. Malgré toute la rhétorique, j'espère que ceux qui prennent les décisions comprennent cela. There is no reason in the world to think that this is a contest between democracy and autocracy and things like that. Ukraine, unfortunately, is very close to a failed state, and it's certainly not all Russia's fault. But I think I would hope that despite all the rhetoric, our people who are making decisions understand that. May I ask you about, as a Puis-je vous diplomat, demander, career en tant que diplomat, this diplomate de tactic carrière, à propos de cette tactique intéressante employée par la Russie le 17 décembre, ils ont publié 2 projets de traités, l'un à destination des États-Unis et l'autre à destination de l'OTAN, déclarant « C'est la base de négociation que nous voulons ». J'ai trouvé cette approche très inhabituelle. Il semble qu'elle joue dans la sphère diplomatique publique. Comment interprétez-vous cette stratégie? Il est clair que ce n'est pas seulement une position de force pour la Russie, car elle établit une ligne de base à partir de laquelle ils ne peuvent plus maintenant se retirer. Quelle pensez-vous être leur stratégie de négociation avec ce mouvement? Well, I don't know. You'll have to ask them. We found during the Cold War that publicizing proposals as if they were challenges. Eh bien, je ne sais pas, vous devrez leur demander. Nous avons découvert pendant la guerre froide que la publicité des propositions comme s'il s'agissait de défis ne fonctionnait pas. L'une des premières choses que nous avons commencé à faire lorsque je conseillais était de tester discrètement nos propositions. Nous proposerions quelque chose et demanderions si c'était correct ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nous essaierions de trouver une solution. Petit à petit, nous avons pu trouver des moyens de contourner les principaux problèmes. Lorsque vous poussez quelque chose publiquement, je dirais que dans les années 90, je crois que nous n'avions pas un gouvernement russe vraiment capable de faire discrètement une proposition sur la façon dont il pourrait être intégré à la sécurité européenne. Il y avait plusieurs voies possibles, par exemple, en renforçant l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. In European security, there were several possible routes, for example, by strengthening the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe. There could be other things, and there could have been organizations that included a NATO with its original members, for example, and operating with. Il pourrait y avoir d'autres possibilités. Par exemple, il aurait pu y avoir des organisations qui incluaient l'OTAN avec ses membres originaux, opérant sous ce qui était alors proposé comme le partenariat pour la paix avec tous les autres pays. Je crois que c'était l'échec de nos gouvernements occidentaux dans les années 1990 que nous n'avons pas mis cela en œuvre. Au lieu de cela, nous avons poursuivi l'expansion de l'OTAN, qui allait inévitablement créer le genre de problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. De plus, le président Medvedev, lors de son malheureux mandat, a également proposé un traité. Je crois que c'était une négligence significative de ne pas prendre cette proposition au sérieux. Cela pourrait encore être une erreur aujourd'hui si nous ne la prenons pas au sérieux, mais je ne suis pas sûr dans quelle mesure nos gouvernements la considèrent comme faisant partie des négociations en cours. La perception publique de cela comme un défi n'est certainement pas bénéfique, mais une partie de cette image pourrait être créée par les médias plutôt que par les gouvernements eux-mêmes. The public image of sort of a challenge is not helpful, but some of that may be created by the media rather than the governments. Je trouve profondément regrettable que nous négligions constamment le fait que certaines des initiatives de paix les plus significatives en Europe pendant la détente provenaient de la Russie. L'initiative pour la CSE était une initiative soviétique, facilitée par des pays neutres. Finalement, après 5 ans de négociations, elle a conduit à une percée remarquable. Par conséquent, je peine à comprendre pourquoi l'Occident rejette actuellement ces appels russes pour ce qu'ils appellent à plusieurs reprises une architecture de sécurité européenne commune.
Cela est totalement rejeté comme de la propagande russe. Je peine à comprendre cela parce qu'il me semble que ces appels sont sincères. Croyez-vous également que la Russie est sincère à cet égard, ou soupçonnez-vous qu'elle pourrait avoir des arrière-pensées? Well, I think they have a right to have a certain, secure borders. And I think Gorbachev was right when he talked about, security is indivisible. You either have it for everybody. Eh bien, je crois qu'ils ont le droit d'avoir des frontières sécurisées. Gorbatchev avait raison lorsqu'il disait que la sécurité est indivisible. Elle est soit pour tout le monde, soit pour personne, et je pense que c'est fondamentalement vrai. S'il y a eu une erreur, elle était dans l'exécution. Pour être honnête, je n'ai pas examiné les détails et je n'ai pas été impliqué dans l'élaboration des politiques aux États-Unis depuis 30 ans. Donc, à cet égard, je suis très largement un outsider. Cependant, depuis le temps où nous négocions la fin de la guerre froide, j'ai toujours cru en la création d'une structure de sécurité européenne qui inclut tout le monde. On ne peut pas avoir de sécurité si on commence à exclure de grands pays, en particulier la Russie. L'idée que les cultures russes et occidentales européennes sont complètement opposées est absurde. Les Russes sont européens. Ils ne sont peut-être pas exactement comme les autres, mais encore une fois, les Suédois ne sont pas exactement comme les Italiens, ou les Finlandais comme les Espagnols. Diametrically opposed is nonsense. Of course, the Russians are Europeans. They're not exactly like the others, but the Swedes are not exactly like the Italians, for crying out loud, or the Finns like the Spaniards. I mean, this idea that Russia is not Europe, Russia has been a major part of international relations in Europe, since certainly the 18th century and even earlier to some degree. So, this idea that somehow we've got to defend Western civilization, which for a couple of centuries has meant... L'idée que la Russie ne fait pas partie de l'Europe est incorrecte. La Russie a été un acteur significatif dans les relations internationales européennes depuis au moins le XVIIIe siècle, sinon plus tôt. La croyance que nous devons défendre la civilisation occidentale, qui depuis quelques siècles implique la domination de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord par le colonialisme, est dépassée. Cette époque est révolue. Je crois que l'avenir nécessitera une coopération en matière de sécurité, mettant fin aux jeux géopolitiques qui ont conduit à 2 guerres mondiales au XXe siècle. À l'ère nucléaire, une époque où le développement d'armes biologiques est simple, et où la cyberguerre peut tout paralyser, nous n'avons pas besoin de ces confrontations. Nous devons prendre des mesures pour désamorcer les tensions. S'il y a besoin de changer certaines frontières et que les personnes qui y vivent sont d'accord, il devrait y avoir un processus pour cela. L'argument émotionnel selon lequel reculer équivaut à ne pas défendre la démocratie est sans fondement. I think that so often the emotions, that the idea that if we back down, we are not defending democracy. I mean, this just has no basis in fact. I cannot lose Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que cette fois, nous sommes ceux qui sont sous certaines illusions. Prenons la Bosnie, par exemple. Si l'autodétermination était le facteur décisif pour les frontières, la Bosnie aurait une apparence complètement différente aujourd'hui. Cependant, c'est quelque chose que l'OTAN et l'Union européenne n'accepteraient pas. Alors, nous trompons-nous nous-mêmes? Achetons-nous actuellement certaines idéaux? Je suis désolé, pourriez-vous répéter cela s'il vous plaît? Nous trompons-nous en croyant en certaines idéaux qui ne sont pas mis en œuvre dans certains aspects. Je fais référence à des situations comme la Bosnie, et aussi à la façon dont nous gérons des endroits comme le plateau du Golan. Le plateau du Golan et la Crimée ont des similitudes notables, mais celles-ci sont totalement ignorées, surtout dans les médias. Yeah, well, yes, the attitude toward these things is quite, I think, quite confused in some respects. The problem
well, there is a matter of self-determination, but there should also be a recognition of the rights of minorities. Oui, en effet, l'attitude à l'égard de ces questions est quelque peu confuse, je crois. Le problème ici n'est pas seulement celui de l'autodétermination, mais aussi celui de la reconnaissance des droits des minorités. C'est ce qui définit une démocratie plus avancée. Juste parce qu'un groupe linguistique, une religion, ou toute autre démographie représente 60% de la population, cela leur donne-t-il le droit d'exclure les 40% restants ? C'est un problème particulièrement évident dans les Balkans et surtout en Bosnie. Dans les villes, il y avait un mélange complet d'ethnicités. Sans déplacer la plupart des gens, il était impossible de créer des zones dominées par une seule nationalité. Et puis, comment gérez-vous les mariages mixtes qui sont courants dans les zones urbaines ? C'est un équilibre délicat à maintenir. Cependant, si nous parlons de la Crimée, qui avait un certain niveau d'autonomie au sein de l'Ukraine pendant l'ère soviétique, et de Sébastopol, où la base navale n'était pas sous le contrôle de l'Ukraine mais de Moscou, c'est une autre affaire. Ce fut un transfert qui a eu lieu en raison de la décision d'un homme, Nikita Khrouchtchev. Which, under the Soviet Union, had a certain autonomy within Ukraine, and Sevastopol, where the naval base was not subordinated to Ukraine, but to Moscow. And this was something, a transfer that occurred sort of by the decision of one man, Nikita Khrushchev. Now, one can say that the referendum was carried out under pressure. It was, but then I'm sure that 96% or whatever the percent was of them didn't. Maintenant, on pourrait soutenir que le référendum a été mené sous la contrainte, et c'était le cas. Cependant, je suis convaincu que 96%, ou quel que soit le pourcentage, des participants ne souhaitaient pas réellement rejoindre la Russie. Mais je suis également assez certain que si un sondage était mené aujourd'hui, au moins 70% ou plus des résidents exprimeraient une préférence pour être en Russie. En réalité, ce qu'ils désireraient vraiment, c'est une autonomie complète jusqu'au point de l'indépendance. Mais lorsque vous comparez cette situation à la façon dont nous avons géré le Kosovo, nous sommes essentiellement entrés en guerre. Des vies ont été perdues et une quantité significative de biens a été détruite. Nous avons été les premiers à violer un engagement en vertu de l'acte final d'Helsinki, qui stipule que lorsque les frontières sont modifiées, les deux parties doivent donner leur consentement. La Serbie n'a pas donné son consentement. Et ceux qui se trouvent dans la partie nord du Kosovo, qui est majoritairement serbe, sont maintenant interdits de rejoindre la Serbie. C'est l'un des points que Poutine souligne, que nous avons unilatéralement modifié les frontières après avoir causé des morts et mené une guerre effective. Combien de victimes y a-t-il eu lors de l'annexion de la Crimée ? Aucune. Donc, il y a beaucoup. Je comprends que les avocats sont généralement formés pour argumenter des deux côtés d'une question. Et mon point n'est pas que tout ce que fait Poutine est correct, loin de là. How many casualties were they in the takeover of Crimea? Zero. So, there are many, and I know that, lawyers are sort of trained to argue either side of an issue. And my point is not that everything Putin does is right, far from it. But the things we're accusing him of, the United States and its Western allies can also be accused. And if it is a matter of unprovoked aggression, didn't the United States, against the advice of Russia, Germany, and France, invade a country that had not attacked it, was nowhere near, that is Iraq? And now, Cependant, les accusations que nous portons contre eux peuvent également être portées contre les États-Unis et ses alliés occidentaux. Si nous parlons d'agression non provoquée, les États-Unis n'ont-ils pas, contre l'avis de la Russie, de l'Allemagne et de la France, envahi un pays qui ne les avait pas attaqués et qui était loin d'eux, à savoir l'Irak ? Donc, pour nous de dire, nous devons nous opposer à la Russie parce qu'elle est belliqueuse, elle essaie de changer les frontières, semble hypocrite. Ce sont en effet des problèmes, mais supposer que nous pouvons agir en tant que législateurs, juges, jurys et exécuteurs est irréaliste et inefficace. J'espère que des esprits plus rationnels commenceront à aborder ces questions.
Nos médias n'aident pas la situation, et il est probable que certaines de leurs actions soient encouragées par des éléments au sein du gouvernement. Cependant, je crois qu'une grande majorité du peuple américain ne veut pas que nous nous impliquions dans une autre guerre. Si nous le faisions, cela signifierait probablement la fin de la carrière politique de Biden. Je crois qu'ils en sont conscients. Donc, ce que nous assistons dans une certaine mesure est une mascarade. J'espère que les deux côtés commenceront progressivement à désamorcer la situation. Je ne crois pas que la Russie envahira, et nous avons toujours clairement indiqué que même si nous envoyons plus de troupes en Europe, nous ne les stationnerons pas en Ukraine. Mhm. I have I mean, politically. So I think they know that. So what we're seeing to some degree is a charade. Mhm. And I think that, and I hope both sides are going to gradually calm down. I don't think Russia will invade. And we have always made clear that, well, if we send more to Europe, we're not going to put them in Ukraine. I have one large hope, Je which nourris is, un people espoir like you significatif, et cet From my own espoir, studies, ce sont des I am personnes comme keenly vous. aware how good the Grâce à State mes propres Department is recherches, j'ai at compris à quel hiring point le département d'État est realists doué pour who embaucher des actually réalistes really qui examinent look at vraiment les things, how réalités things sur le work terrain. on the ground. Vous faites partie d'une You longue stand in a tradition. long Joseph tradition. Gru, qui a été Joseph ambassadeur au Japon pendant les 10 années précédant la guerre, avait un amour et une admiration profonds pour le Japon et une compréhension approfondie de sa politique interne. Puis il y a George Kennan et son long télégramme. Cet homme avait une compréhension exceptionnelle de la Russie et de l'Union soviétique. Jack Matlock, vous y avez été, vous comprenez les dynamiques sur le terrain comme personne d'autre. Peut-être ma dernière question, je comprends que vous n'avez pas été directement impliqué dans la diplomatie, mais vous avez formé certains des diplomates américains actuels. Le département d'État est-il toujours le même? Est-ce toujours le département qui nourrit des diplomates qui sont des penseurs rationnels, des personnes qui sont de véritables négociateurs, ou le département d'État a-t-il également changé? Well, I think it's very, since I'm not in the State Department now, it's very hard for me to judge. I think that unfortunately, when the Cold War was over, Russian studies in the United States tended to decrease. We had really fewer people studying seriously, even though now the country was open and there were opportunities there. Eh bien, je pense qu'il est difficile pour moi de juger puisque je ne suis pas actuellement au département d'État. Malheureusement, après la fin de la guerre froide, il y a eu un déclin des études russes aux États-Unis. Nous avions moins de personnes qui étudiaient sérieusement le sujet, même si le pays était maintenant ouvert et qu'il y avait des opportunités disponibles. Depuis le moment où j'ai commencé à apprendre le russe, il m'a fallu 13 ans avant de pouvoir même visiter, en raison des circonstances de l'époque. Nous avions des centres majeurs pour l'étude de la Russie. Bien que nous ayons encore d'excellents étudiants, je pense que le département d'État a ses limites. Ce n'est pas tant le département d'État lui-même, mais plutôt le fait que beaucoup de nos diplomates seniors et hauts fonctionnaires du département d'État sont des nominés politiques. Par exemple, l'un des ambassadeurs que nous avons envoyé à Moscou pendant une période de tension sérieuse n'était pas un diplomate professionnel, mais un politologue. La diplomatie est fondamentalement une question de relation avec les gens, pas de théorie. Si vous vous plongez trop dans une théorie particulière et négligez l'aspect personnel, vous pouvez rencontrer des problèmes. Certains théoriciens réalistes, dans leur forme la plus simpliste, voient les interactions entre les pays comme s'il étaient des boules de billard. C'est considéré comme une perspective réaliste, mais c'est une analogie défectueuse. And I think that diplomacy is eminently dealing with people. It's not theory. And if you get too hung up in some theory, and you forget the personal aspect, some realist theoreticians, at the crudest, they say they think of interaction between countries like billiard balls. That's considered realist. And yet, that is a false analogy. Countries are not solid objects like billiard balls. They're all
have divisions of various kinds, different types of leadership. But whoever the leader is, he or she is a human being with all of the faults that most of us have. A certain amount of egotism. How do you get to the top without egotism? And so on. A political need to be seen in control of things, and particularly not to be humiliated. Les pays ne sont pas des entités solides comme des boules de billard. Ils ont tous diverses divisions et différents types de leadership. Quel que soit le leader, c'est un être humain avec tous les défauts typiques. Un certain égoïsme est courant. Après tout, comment peut-on atteindre le sommet sans cela ? Il y a aussi un besoin politique de paraître en contrôle et d'éviter l'humiliation publique. Ces facteurs humains jouent un rôle significatif, quelque chose que nous semblons avoir oublié. En général, le département d'État a été quelque peu éviscéré, avec de nombreuses démissions suite à l'élection de Trump. Cela a conduit à une compétition contre-productive d'expulsion de diplomates. En conséquence, nous avons maintenant moins de postes diplomatiques que la Russie, et ils en ont moins aux États-Unis. Le nombre de personnel a été réduit à tel point que, quelles que soient leurs compétences, il n'y a tout simplement pas assez de gens pour faire le travail nécessaire. C'est assez tragique. J'espère que cela changera. Je sais que nous avons encore d'excellents individus, mais je sais aussi qu'au fil des ans, nous en avons perdu beaucoup de bons. Cependant, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus. I hope that it's going to change, but I know we still have fine people, but I do know that over the years we have lost a lot of good ones too. I can't really say much more. Merci pour votre évaluation, ambassadeur Matlock. Nous sommes en discussion depuis 1 heure maintenant. Bien que j'ai d'autres questions pour vous, je comprends que nous devons conclure à un moment donné. J'espère avoir une autre conversation avec vous à l'avenir. Votre analyse et vos perspectives, en particulier votre capacité à puiser dans une richesse d'expérience, rendent votre point de vue incroyablement unique. J'apprécie que vous ayez pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Je suis confiant que nous serons en contact bientôt. Thank you. Merci. Thank you. Have a very good day. Thank you. Goodbye. Thank you.